18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa, où la fièvre est en train de monter, certainement après la marche réprimée de l'opposition. Nous allons essayer d'en parler. Nous allons recevoir des invités qui vont défiler pour certainement donner leur point de vue par rapport à ça. Après la marche, il y a un sit-in qui est organisé pour ce 25 mai, c'est jeudi, devant la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons essayer d'en parler avec Papi Matezelo, tour à tour, avec aussi M. Papi Mbaki, qui seront ici pour développer l'actualité en République démocratique du Congo. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Marche pacifique du 20 mai dernier, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Matata Pogno ont fait les tours de quelques centres de santé où sont hospitalisés depuis samedi les blessés de cette marche. Occasion pour eux, comme samedi, de dénoncer la répression de la police considérée comme démesurée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a également visité quelques blessés ce lundi. Et réagissant de son côté, la Senko a appelé les Congolais à ne pas céder à la panique et à faire respecter ses droits face à l'incompétence. Après l'audit externe, le fichier électoral de la CENI déclaré fiable avec plus de 43 millions d'enrôlés valides. Les conclusions de cet audit ont été rendues publiques ce lundi 22 mai par les 5 experts recrutés par la Commission électorale nationale indépendante. Le président honoraire Joseph Kabila vient de perdre sa tante paternelle, petite sœur de Mzee Laurent Désiré Kabila. Petronica Pam Kabila est décédée hier dimanche à Kolwezi au Lolaba. Le directeur général de l'Espace 50 et président de l'UNPC Ville Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a présenté ses condoléances les plus émues à Joseph Kabila ainsi qu'à toute sa famille. Ces titres, bien entendu, seront développés dans l'édition du soir par Gaëtan Kbobourandi. La suite de Kinshasa Direct, ça c'est dans un instant, avec Jean-David Kidolo. L'actualité reste en continu. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge, pour cette livraison d'informations. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Tout de suite, nous allons recevoir pour vous un acteur politique, Papi Matezelo, pour analyser ce qui s'est passé le week-end dernier. Tout de suite. Il faut qu'il fasse cette ouverture, comme il le fait avec Jean-Pierre Bemba. Félix Tshisekedi, il faut qu'il continue dans son élan. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des amitiés. Parce qu'il y a eu des gens avec lesquels ils ont fait un certain nombre de choses. Et donc, il nettoie en même temps, mais il faut qu'il s'entoure assez rapidement de personnes compétentes, et les personnes qui peuvent mettre en place une stratégie de résilience républicaine. Il faut qu'il se réconcilie avec ses propres compatriotes. Le Congo ne va s'en sortir, qu'avec des services de renseignement structurés, qu'avec le FARDC rééquipé, rajeuni, réconciliation de l'élite nationale, de la classe politique, et enfin, on fera nos élections calmement et le Congo ira de l'avant. Télé 50, simplement congolais. La marche de l'opposition, on en parle encore ce soir dans cette tranche Kinshasa Direct. On va analyser avec plusieurs acteurs politiques qui seront là. Mais d'entrée de jeu, nous commençons avec Papi Matezelo. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, on a vu les opposants qui ont marché. Ils ont su faire chanter le pouvoir. La stratégie mise par
l'opposition a réussi. Bon, je ne sais pas s'ils ont si chanté le pouvoir, seulement que je crois que si j'étais le responsable, j'aurais laissé tout simplement que l'opposition puisse marcher et prolonger la marche de jeunes de l'UDPS et puis des AVC. Parce que vous savez, l'UDPS et l'AVC, ce sont des partis du pouvoir. Ils peuvent accepter sans problème, sportivement, le changement de la date. Mais l'opposition ayant déjà été modifié leur date de la marche, on ne pouvait pas modifier. Donc ça n'a pas été bien réfléchi en autorisant 3 marches ou 3 activités politiques le même jour. C'est vraiment dangereux. Moi, je crois que ce n'était pas réfléchi. Bon, je ne sais pas quels sont les facteurs qui ont poussé l'autorité provinciale pour décider ainsi. Mais si j'étais un conseiller du gouverneur, je l'aurais dit de ne pas autoriser 3 marches à la fois. Alors, vous ne voyez pas que l'opposition a réussi son coup? Bon, parce que l'opposition voulait quand même se faire sentir, voulait assez qu'on parle d'elle. Et vous savez, la recette a réussi. L'opposition a un rôle à jouer dans un État, c'est-à-dire critiquer le gouvernement, critiquer la manière dont on gère, afin que le gouvernement et l'exécutif puissent améliorer la manière de gérer. C'est-à-dire que l'opposition, ce n'est pas seulement une opposition négative. Et lorsque l'opposition décide de marcher pour la vie chère, moi je crois qu'il fallait leur laisser et entendre leurs mémos. Il se pourrait que les mémos pouvaient aider ceux qui sont dans l'exécutif pour améliorer certains indicateurs. Alors, selon vous, qui serait responsable de tout ce qui se passe là? Je ne sais pas, étant donné que je ne suis pas un juge. J'ai entendu que le gouverneur va saisir les instances compétentes. Alors, il faut laisser aux juridictions compétentes d'en juger. Mais moi, j'aurais tout simplement, si j'étais le responsable, empêcher les autres marches et autoriser seulement la marche de l'opposition. Voilà, vous parlez autoriser seulement la marche de l'opposition. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, surtout parce qu'on a vu les opposants qui sont là, qui projettent encore d'autres activités pour ce 25. C'est aussi une très bonne stratégie pour l'opposition congolaise. Bon, je ne sais pas comment ils les imaginent, mais vous savez, dans un État qui se veut démocratique, il faut que l'opposition se fait entendre. Et si aujourd'hui l'opposition projette des activités, alors c'est des bonnes lois. C'est la loi les reconnaît aussi ces droits-là. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient si l'opposition projette des actions pour réellement faire entendre leur voix. Mais seulement, je vais conseiller aux uns et aux autres de le faire à la limite de la loi. À la limite de la loi, c'est-à-dire? C'est-à-dire en respectant ce qui est édicté dans les différentes lois de notre pays. Vous êtes du Congo central. Vous ne voyez pas que les revendications de l'opposition vont aussi de pair avec la situation qui se passe dans votre province? Dans votre province, il y a le gouverneur qui est là. Dans votre province, il y aurait la vente aussi donc c'est Bolloré. La mise en concession, voilà, la mise en concession du terminal du port de Matadi. Du port de Matadi. Et tout ça, ça fait partie des revendications de l'opposition congolaise qui veut à ce qu'il y ait l'amélioration des vies sociales. Vous savez, en ce qui concerne la mise en concession du terminal du port de Matadi et de Bouma, nous avions eu à passer dans plusieurs médias pour, n'est-ce pas, demander que cela ne soit pas fait. Étant donné que les contrats ne rencontrent pas, si vous voulez, les avantages sociaux qui devraient bénéficier les travailleurs. D'ailleurs, dans les contrats, vous savez, la concession va durer pendant 30 ans renouvelable tacitement. Et donc, les travailleurs qui sont là, plus de 10 000 travailleurs, vont maintenant aller où? Et deuxièmement, avec 150 millions, nous avons pensé que ce n'était pas un bon contrat. 150 millions, là, c'est quoi? De dollars par rapport à la concession. Et ensuite, vous savez, le chef de l'État avait reçu les députés nationaux du Congo central où il avait dit qu'il n'y aura pas construction du pont route rail à Kinshasa sans pourtant qu'il y ait la construction du pont des ports en eau profonde. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons peur des velléités de Bolloré
qui apparemment soutient le port des Pointe-Noires. Alors, par rapport à ce que nous savons de cette société, nous avons peur qu'on puisse privilégier la construction du pont route-rail. Et peut-être aujourd'hui, je vais surprendre beaucoup de gens qui croient que nous voulons tout simplement faire le conservatisme sur le Congo central, que nous ne voulons pas qu'on puisse construire le pont route-rail. Vous savez que le Congo central... Il y a la modernité. Hein, oui, c'est dans ce cadre-là. Vous savez que le Congo central est frontalier du Congo-Brazzaville à partir du bas-fleuve. Il est aussi frontalier du Congo-Brazzaville à partir de l'Ouosi. S'ils pensent qu'ils pouvaient construire un pont, nous souhaitons et nous proposons qu'ils construisent le pont à l'Ouosi, ou soit au bas-fleuve. Ça va permettre que la province du Congo central ne soit pas coupée du reste de la République. Parce que si on construisait le pont au niveau de Kinshasa, cela veut dire que l'économie, la vie va disparaître au niveau du Congo central. Mais si on mettait un pont route-rail au niveau du bas-fleuve, parce qu'il y a la frontière entre Pointe-Noire et le bas-fleuve, sinon on peut construire au niveau de l'Ouosi, parce qu'il y a la frontière entre la Bouenza et la République démocratique du Congo. Donc si on construit à ce niveau-là, la province du Congo central va toujours participer dans l'émergence et dans l'économie et dans ce qui va se faire. Mais comprenez, si on construisait au niveau de Kinshasa, on va tout simplement couper la province du Congo central. Donc jusque-là, pour vous, vous êtes contre ce projet? Nous croyons que ma proposition serait, s'il faut construire les ponts route-rail, que cela soit construit au niveau de l'Ouosi ou soit... Au niveau de l'Ouosi, parce que l'Ouosi, c'est votre fief. Je parlais du bas-fleuve aussi. Ok. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de Kinshasa, le Congo central est frontalier du côté du bas-fleuve avec Pointe-Noire. Le Congo-Brazzaville est frontalier avec le Congo-Kinshasa du côté de l'Ouosi avec la préfecture de la Bouenza. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que nous voulons faire participer toute la République si vous voulez, ces ponts-là qu'on veut construire au niveau de Kinshasa. Mais si on construisait au niveau de Kinshasa, c'est-à-dire les péages qui sont érigés ça et là n'auront plus la raison d'être. L'économie, tout ce qui se passe au Congo central n'aura plus la raison d'être. Mais si on construisait à l'Ouosi ou soit au bas-fleuve, les péages vont toujours fonctionner, ça va générer toujours les recettes et ça va profiter non seulement au Congo central, mais faire profiter pour toute la République. Et maintenant que vous avez parlé par rapport à notre compatriote Guy Bandou, évidemment, il a fait plus de 6 voire 8 mois déjà à la tête de la province. Et là, on sent les calmes là au niveau de la province. Non, il y a un peu de tergiversation. Nous avons tout simplement voulu garder le silence parce que nous avons compris que lorsque les prophéties s'accomplissent, les prophètes c'était. Nous avons combattu la mégestion de ceux qui ont précédé. Actuellement, il y a plus de mégestion. Ce qui se passe, vous savez, le gouverneur a eu à prendre un prêt de 6 millions de dollars au mois de décembre 2022 et qu'un député a sollicité par question orale avec débat que celui-ci puisse venir démontrer comment il a utilisé ces 6 millions. Vous savez qu'il n'est jamais venu à l'Assemblée nationale. Il a tergiversé jusqu'à sournoyer les bureaux et que le bureau aujourd'hui est sous la botte du gouverneur. Et malheureusement, je dois vous avouer qu'on n'a rien à attendre de ces bureaux d'Assemblée provinciale. Ah, mais avec Jean-Claude Vemba qui est là. Oui, oui. Oui, Jean-Claude Vemba, mais c'est un monsieur non manipulable. Mais pourquoi vous dites que vous n'avez écoutez, rien moi je vais vouloir, si jamais vous pouvez nous organiser une occasion de l'inviter, qu'il soit avec moi à débat, c'est là que je vais vous démontrer qu'il est manipulable. Comment comprendre? Manipulable. Oui. Comment comprendre qu'un député initie une action parlementaire? Mais c'était en vacances, non? Ils étaient en vacances. D'abord, le gouverneur a organisé ses prêts pendant la vacance, ce qui est contre le règlement intérieur. Les prêts de 6 millions. Les prêts de 6 millions ont été organisés pendant les vacances parlementaires, ce qui est contre la loi. Et lorsque le gouverneur demandait ces prêts, n'a pas prévu les cahiers de charges, comment il va utiliser ces prêts. Vous ne pouvez pas demander les prêts sans présenter à la personne qui va t'autoriser comment tu vas ventiler les montants que vous demandez. Ça dit déjà, la régularité de cette démarche était fausse. Malheureusement, le bureau a autorisé pendant la vacance parlementaire. Vous comprenez? Et maintenant, c'est ainsi que le député provincial Guilain Pandou va s'étonner. Mais comment le bureau a autorisé au moment où nous sommes en vacances les prêts de 6 millions? Et ces 6 millions, c'était pour faire quoi?
Mais moi et vous, on ne connaît rien. Les prêts et le suivi de ces Il n'y a prêts. pas un cahier de charges qui Il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité. C'est dans ce cadre-là que le député provincial a voulu permettre à l'opinion de savoir comment les fonds ont été utilisés. Malheureusement, les bureaux a bloqué tout simplement cette démarche. Le bureau de Jean-Claude Vemba. Bien sûr. Mais est-ce que peut-être le bureau a trouvé certaines irrégularités dans la démarche de Guilain Panzou? D'abord, je vais vous dire... Ces irrégularités qui ont fait qu'on ne puisse pas convoquer le député gouverneur. Guilain Panzou a introduit la première démarche, la première question orale avec débat, je crois le 28 mars, qui est entré. Et le bureau de l'Assemblée nationale provinciale a envoyé au gouverneur. Quelques jours après, le gouverneur qui écrit au bureau, disant que la question a été mal formulée. Comme si les bureaux de l'Assemblée nationale envoyaient une démarche parlementaire. Et ça, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur qui écrit. Qui écrit aux députés. C'est au président. C'est grave. Au président de l'Assemblée provinciale. Pour dire que c'est tel article n'a pas été respecté. Tel, comme si les gouverneurs devenaient plus papes que les papes. Vous comprenez? Alors, maintenant les bureaux se saisissent de cette correspondance et demandent aux députés de reformuler sa démarche. Le député qui va reformuler sa démarche et le bureau va écouler son délai. Parce que vous savez, la loi, ce sont les délais. C'est dans les 7 jours. Le bureau est tenu d'informer l'initiateur si la recevabilité ou l'irrecevabilité de sa démarche. Et si les 7 jours écoulent, le député est tenu à préparer déjà sa question parce qu'on sous-entend que la question a été transmise. Malheureusement, 11 jours après, le bureau va rétorquer pour dire que la question n'est pas recevable. C'est hors délai. Et donc pour nous, tant que nous ne savons pas comment on a utilisé ce fonds, nous soupçonnons qu'il y a eu complaisance entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale, et le bureau de l'Assemblée provinciale, étant donné que le temps qui a fait qu'on puisse prêter au gouverneur n'était pas un temps propice, étant donné qu'ils étaient déjà en vacances. Parce qu'on dit de vous que Mantezolo combat tout ce qui passe au niveau du Congo central, il combat les gouverneurs, il y a un donc avant Guy Bandou, il y avait un autre gouverneur que vous aviez combattu. On dit Guy Mantezolo, en fait, Mantezolo Papi est toujours dans l'offensive, il s'attaque toujours à l'exécutif. Le vrai problème, pourquoi ne pas soutenir l'exécutif? Le vrai problème, je combats la mégestion, je combats les détournements. Tout celui qui s'habille du détournement et de la mégestion, je vais les combattre. Ce ne sont pas les hommes que je combats. Je combats plutôt l'acte, la mégestion. Et donc, dès que vous vous habillez de la mégestion, et vous croyez que je vous combats, oui, je combats tout simplement l'acte que vous posez. Est-ce que vous aviez mené certaines démarches pour savoir comment a été réparti la meilleure manière d'être informé pour moi, c'est que le gouverneur devait répondre au niveau de l'Assemblée nationale. Sinon, les bureaux de l'Assemblée provinciale devaient mettre à la place publique comment le gouverneur a prévu la ventilation de ces fonds. Parce que comment vous pouvez demander un prêt sans présenter la ventilation d'un prêt que vous venez de demander? Donc, il n'y a pas eu de cahier de charge. C'est base de quelle motivation que le bureau de l'Assemblée provinciale a autorisé ces prêts? Voilà pourquoi nous nous disons. Vous savez que nous pensons qu'il fallait qu'il y ait des hommes et des femmes compétentes, intègres, qui devraient battre campagne pour le président de la République. Et nous ne pouvons pas accepter que des gens qui viennent ternir l'image du président par leur gestion opaque. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était indiqué pour les gouverneurs, pour son bien-être, qu'il puisse venir présenter même la ventilation de ces fonds, comment a-t-il utilisé ces fonds, et c'est de bonnes lois pour que nous puissions savoir comment les fonds ont été utilisés. Voilà, les 6 millions là, donc c'est encore une autre affaire juteuse au niveau du Congo central. Sans pourtant parler de rétrocession. Vous savez qu'à chaque fois, l'exécutif national rétrocède aux entités territoriales décentralisées. Mais le gouverneur a eu à retenir toutes ces rétrocessions. Jusqu'à peine 5 mois après, il va prendre 21 millions par secteur pour donner au secteur. Malheureusement, lorsque le fonds arrive au secteur, le gouverneur va envoyer son délégué pour récupérer 17 millions de ces fonds, afin d'imposer à chaque secteur que c'est le gouverneur va, n'est-ce pas, construire des sources d'eau, des forages par-ci, par-là. Mais ces rétrocessions aujourd'hui, vous êtes en train de crier, mais
si le gouvernement central n'envoie pas les Je moyens? vous parle... Alors, comment le Congo central, le gouvernement central vont... n'envoie pas régulièrement, Oui. mais Guy Bandou a la chance, depuis qu'il est là, il a obtenu plus de 5 mois de rétrocession. 5 mois. 5 mois. Et dans les 5 mois, il a eu à retenir tous les fonds de ces rétrocessions. Jusqu'à ce qu'il y a eu maintenant un contrôle, avec d'ailleurs la question orale avec débat, qui a fait un semblant de donner aux ETD 21 millions. Mais lorsqu'il va demander aux ETD de venir récupérer les 21 millions, il va l'imposer de signer une décharge pour dire que vous recevez seulement 4 millions. Les 17 millions, nous viendrons construire pour vous des sources d'eau, des forages d'eau et ainsi de suite. Alors c'est que nous avons trouvé très compliqué. Comment comprendre que les fonds qui sont destinés aux ETD et que cela soit géré par le gouverneur. Et ce qui est pire, qui vont maintenant construire ces forages d'eau, ces sources d'eau, ce sont les députés provinciaux qui ont des fondations, qui ont des structures, qui vont bénéficier de ces fonds au détriment de ce peuple. Donc on a donné aux ETD 4 millions. Et 21 millions. Donc, ils sont restés avec 4 millions. Voilà, on leur a donné 4 millions et les 17 millions sont gardés pour construire des sources, des forages d'eau. Et ces forages d'eau et des sources seront construits par des fondations, des structures, des ministres provinciaux, des députés provinciaux. Alors vous comprenez la... Et vous, en tant que député, est-ce que vous aviez quand même mené beaucoup d'enquêtes pour savoir comment sont gérés tous ces fonds? Malheureusement, les députés nationaux n'ont pas compétence. Non, c'est que sûrement... C'est dans ce cadre non, que... vous avez nous allons saisir... Surtout que vous êtes dans l'Union sacrée, vous avez des députés qui sont aussi là-bas, vous pouvez certainement leur donner des initiatives afin de mener nous allons saisir la Cour des comptes qui est compétente pour savoir de quoi il s'agit. Nous allons aussi saisir, comme nous en avons fait la fois dernière, l'inspection générale des finances. En réalité, qu'est-ce que nous voulons? Voir la clarité d'utilisation des fonds qui sont alloués pour notre province. Et nous avons la chance, depuis qu'il est venu, les recettes ont augmenté. Au niveau du Congo central? Oui, plus de 6 milliards. Vous avez reconnu les recettes? Oui, je dois reconnaître 6 milliards 500 millions de francs congolais. Malheureusement, rien n'est fait. Vous viendrez à Matadi, vous ne verrez aucun chantier terminé, aucun chantier commencé et terminé. Et vous allez voir certains chantiers... Mais la route Matadi... et Boma, route Matadi, Mwanda, ils sont en train de je veux que vous puissiez comprendre que la route Kinshasa, si vous voulez, la route Lubumbashi, Kasai, les grands Kasai, Bandundu, Kinshasa, Congo central jusqu'à Matadi, jusqu'à Mwanda, c'est de la compétence nationale. Si vous voyez la réhabilitation de ces routes-là, ça n'a rien à voir avec le gouverneur. Le gouverneur devrait, lui, d'ailleurs, aller vers Luozi, vers Mayombe, vers, si vous voulez, Songololo. C'est là où il peut trouver des routes à sa compétence, des routes de dessert agricole. Par exemple, les bacs de Luozi. Nous avons un problème criant des bacs de Luozi et nous pensons que ces bacs de Luozi devaient être tout simplement changés. Nous avons saisi les ministres des infrastructures parce que le ministre des infrastructures peut doter Luozi à un bac qui est quand même moderne, afin d'éviter les dangers qui guettent la population qui utilise cette rive-là. Mais aussi, vous savez, en 2019, le directeur du cabinet du chef de l'État, pour ne pas les citer à l'époque, c'était Vital Kamerhe, a tenu un discours vers Nkamba où il a dit le chef de l'État, dans le cadre du programme de 100 jours, a alloué 5 millions de dollars pour l'électrification de Luozi. Malheureusement, 5 millions pour l'électrification de Luozi. Depuis 2019. Malheureusement, jusqu'à ce jour, nous sommes en train de courir derrière ces 5 millions. Luozi nous appelle toujours, nous, en tant qu'élus du peuple, où sont passés les 5 millions qui ont été annoncés par le directeur du cabinet du chef de l'État de l'époque, Vital Kamerhe. Et donc, quand même, il y a des inquiétudes. Et lorsque nous avons été reçus par le chef de l'État, nous avons dit, Excellence, Monsieur le Président, regarde la promesse qui a été faite dans le cadre de ce projet de 100 jours par le directeur du cabinet. Et nous pensons que le chef de l'État nous a demandé de voir les ministres de l'énergie. Malheureusement, jusqu'à ce jour, les choses n'évoluent pas. Voilà. Et jusqu'à ce jour, maintenant, revenons, puisque vous êtes en train de parler de votre présence, on parle aussi de la marche. Revenons. On vient d'apprendre que les députés nationaux
les députés provinciaux, Mike Mukebai, certainement, devra comparaître. Et vous, en tant que député, parce que semble-t-il que même Daniel Safou serait en cavale, vous, en tant que député, vous ne voyez pas que vous êtes en train de bafouer beaucoup plus vos droits? Bon, moi, je crois que je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Est-ce qu'il a été pris en flagrance? Mais seulement, il y a des méthodes. Mais pas de flagrance. Je pas crois de flagrance. qu'il y a des méthodes, il y a des manières. Moi, je crois que prendre un élu du peuple comme un vulgaire messier, quand même, nous avons des privilèges, nous avons des immunités. Si jamais le député était tenu de se présenter parce qu'on lui reprochait de quelque chose, moi, je crois qu'on pouvait vous ne voyez pas que présenter une invitation. Depuis l'arrivée du régime en place, les députés sont traités ainsi, au nom de la flagrance. Au fait, malheureusement... L'affaire Mamba, les députés Mamba, oui. Kabound, et j'en passe, maintenant c'est Mike Mukebai. Malheureusement, vous avez une partie de vérité. Et vous savez... Une partie de vérité. Oui, dans votre question, je dois vous avouer. Vous m'aviez reçu autrefois ici. J'ai dit, ce qui arrive aux autres peuvent nous arriver un jour. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un député, alors qu'on l'a demandé qu'il soit mis en résidence surveillée, et que voir Kabound, peu importe ce qu'on lui reproche, mais quand même, quand on demande qu'il soit mis en résidence surveillée, qu'il soit mis en résidence surveillée. On ne peut pas comprendre parce qu'il s'agit de M. Kabound qu'on le mette au cachot. Parce que demain, ça peut être moi. Et surtout, vous savez, hier, Kabound était un homme fort. Aujourd'hui, il est en prison. Comme aujourd'hui, je peux être un homme fort et demain que ce soit mon tour. Nous avons vu des gens ici qui croyaient un jour que François Beya peut être en prison. Qui croyaient que Bisselele peut être en prison. Moi, je crois que nous pouvons être aussi quand même réalistes et puis logiques avec nous-mêmes. Ce qui est donné aux députés comme privilège, il faut les garantir. Donc moi, je pense que si on reprochait quelque chose à Mukebai, moi, je crois qu'il fallait utiliser la manière prévue par la loi pour l'arrêter, lui donner une invitation, informer l'Assemblée provinciale, parce que les bureaux devaient être informés, que non, tel député est invité pour ça et ça. Nous, moi-même qui vous parle, il y a, je crois, en 2021, j'ai été invité au niveau de la Cour des parquet général près la Cour de cassation. Mais ce n'est pas le parquet qui m'a donné l'invitation. C'est le président Bosso qui m'a invité pour me dire, on vous invite pour vous entendre pour telle situation, telle situation. Si vous pensez aller répondre librement, vous partez. Mais si vous voulez qu'on puisse soumettre la question au niveau de l'Assemblée nationale, c'est à vous de voir. Moi, j'ai dit, bon, comme je ne me reproche de rien, je vais voir l'AG qui m'invite. Et j'ai vu l'AG qui m'a invité. Et nous avons conclu que c'était une situation qui ne me concernait pas. Donc, vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a quand même des procédures à respecter. Et si moi, j'ai tout simplement été informé par mon président de l'Assemblée nationale, pourquoi pas les autres peuvent subir le même sort? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un, un député provincial de surcroît... Donc les immunités actuellement sont en train d'être bafouées. Les immunités Matata, les immunités des Mukebai, les immunités des Mamba, les immunités des autres, sous prétexte que c'est la flagrance. Moi, je crois que peu importe ce qu'on peut reprocher aux députés, aux sénateurs et consorts, même aux membres du gouvernement, nous sommes une corporation, nous sommes un corps. Nous devons nous indigner pour ça. Chers amis, j'ai été député en 2011, législative 2011. Beaucoup de gens ont fait du bruit dans la législative 2011. Ils n'ont pas été réélus. Personne ne les cherche aujourd'hui. Cela veut dire que si vous n'êtes pas réélu, personne ne vous cherchera. Alors lorsque nous avons ces mandats, nous devons user de ces mandats comme des personnes qui ont des privilèges, bien que nous avons des devoirs, mais nous avons des privilèges et des droits. Et malmener un député provincial, tout simplement, c'est manquer tout un corps, toute une corporation de députés provinciaux, voire même des députés nationaux, de respect. Comment voir Safo, comme vous dites, est en cavale? Moi, je crois il serait en cavale. S'il est en cavale, moi, je crois que on les reproche quelque chose, et c'est là que je vais quand même demander au service. Si un député, ou peu importe qui que ce soit, a un problème, si ce dossier n'est pas susceptible d'atteinte à l'intégrité territoriale, l'ANER n'a rien à voir avec ça. L'ANER peut apparaître quand vous êtes susceptible netika kangai nazo financer makambo ya bandundu ao.
Lorsque un député finance, un député est en train de former une rébellion, là maintenant il s'agit d'une question d'intégrité territoriale. Un député est en train de formater un coup d'État. Il s'agit d'une intégrité physique du chef de l'État. À ce moment, la nerf va apparaître. Mais si ce sont des questions qui ne sont pas liées à l'intégrité de l'État territorial, à l'intégrité physique du chef de l'État, pourquoi l'ANER va commencer à arrêter par après envoyer quelqu'un au parquet? Moi, je crois qu'il y a vice de procédure. Il faut que nous puissions accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a prôné l'état des droits. Mais ça ternit aussi l'image du régime que vous défendez. Malheureusement, c'est ça. Lorsque les gens, par excès des ailes, font ce qu'ils font, c'est l'image du président de la République qui est ternie. Nous pensons qu'il faut mieux faire les choses. Mieux faire les choses, qu'il ait son invitation. Quand il a l'invitation, il va répondre. Mais venir tout simplement comme s'il était un malfrat, les prendre, les cagouler avec des gens cagoulés, c'est quand même aussi l'état des droits qui est mis à mal. Donc moi je pense que l'Assemblée provinciale doit se ressaisir. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est une corporation qui est mise à mal. Comme nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous nous sommes mis tous contre la manière que si vous voulez, c'est qu'a subi notre collègue Mamba, et aujourd'hui, il a été sauvé. Mais si vous pensez que non, il s'agit de Daniel Safou, ne vous en faites pas, votre tour viendra. Voilà, votre tour viendra parce que la situation est consécutive certainement à ce qui s'est passé. On a vu un enfant, un mineur, comment il a été beaucoup plus malmené par la police nationale congolaise. On sent qu'il y a manque du professionnalisme de cette police. Je regrette des fois parce que les policiers ont une formation et dans la formation, ils ont aussi les droits de l'homme comme formation. On ne peut pas comprendre que des policiers que je vis là-bas tenir des machettes. Alors c'est là où je me pose la question. Vous voyez, lorsque le gouverneur dit... Parce qu'il y a même un communiqué de la Senko qui parle de la brigade. Il y a une brigade d'un parti politique. Moi, je vais parler plutôt, le gouverneur a dit qu'il n'avait pas autorisé la marche du 13 parce qu'il devait d'abord récupérer les machettes qui détiendraient certaines personnalités. Alors je me pose la question, lorsqu'on voit des policiers avec des machettes, est-ce que ce sont des policiers qui détenaient ces machettes ou comment? Voilà pourquoi nous pensons que l'auditorat général est-ce que ce sont des policiers ou bien c'est... Non, je vis un policier. Oui, ce que j'ai dit, est-ce que ce sont des vrais policiers ou bien ce sont des gens qui sont vêtus à tenue des policiers? Du moment où ces policiers étaient accompagnés avec des jeeps de la police, bien estampillés Légion ceci, bien estampillés matricule ceci, et que dans le même véhicule, ces policiers sont montés dans cette jeep, on sous-entend qu'on n'a pas quand même peint des jeeps pour l'occasion. Je ne crois pas. En tout cas, sinon, la police doit dénoncer qu'il y a des policiers fictifs qui sont venus avec des jeeps fictifs pour, n'est-ce pas, tenir leur image. Mais sinon, du moment où on n'a pas dénoncé ça, on sous-entend que est-ce que les machettes dont faisait allusion le gouverneur, c'était les policiers qui les détenaient ou comment? Et voilà pourquoi nous disons, nous n'accepterons pas que des gens, un groupe de personnes, puissent ternir l'image du président de la République qui prône l'état des droits. Et nous croyons que si ces gens-là viennent avec de telles images, vous voyez qu'on est en train de mettre en partie l'état des droits prôné par les Et aujourd'hui, l'image qu'on se faisait de l'état de droit, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler de l'état de droit avec ce qui s'est passé comme événement du week-end? C'est ainsi que, vous savez, le président Kabila n'a pas hésité de dire qu'il ne voyait pas 5 personnes à son entourage. Parce que souvent, les gens, par excès des ailes, font plus que ce que croit le président. Vous voyez, le président n'a rien à voir avec tout ce que ces gens faisaient. Mais parce qu'ils veulent démontrer qu'ils ont réprimé, alors qu'ils sont en train tout simplement de mettre à mal les régimes du président de la République. Vous savez, j'ai suivi quelqu'un dire qu'on avait arrêté un certain colonel, une certaine colonelle à l'époque du président Kabila. Mais vous savez, alors que lui a fait des choses et aujourd'hui, elle se trouve à la prison. Comme peut-être certains policiers seront arrêtés. Et quand vous descendez pour accompagner les manifestants, il faut qu'il y ait un minimum de professionnalisme soit garanti. Alors maintenant, le gouverneur
Parce que jusque-là, on attend la plainte du gouverneur qui n'est toujours pas arrivée. Est-ce que c'est une bonne idée pour le gouverneur de pouvoir porter plainte contre les manifestants ou les organisateurs? Du moment où je ne sais pas les contenus de sa plainte. Non, les contenus de sa plainte, c'est qu'il n'y a pas eu respect des consignes, respect aussi de l'itinéraire. Moi, je ne sais pas si je peux lui donner conseil, mais je crois qu'en tant que gouverneur et l'autorité qui a autorisé, je ne sais pas si c'est important de jeter encore de l'huile dans le feu. Donc voilà. Alors, vous êtes du Congo central. Ça sera difficile que vous puissiez vous en passer de la situation sécuritaire au niveau de l'Est, même au niveau des Kwamout. On sent qu'il y a... c'est comme si les gens se focalisent beaucoup plus dans l'Est, oubliant à Kwamout qu'il y a aussi l'insécurité, qui peut certainement faire mal à Kinshasa. Vous savez, la situation des Kwamout, malheureusement pour le Congo central, nous sommes frontaliers avec Kwamout. Et déjà, au niveau du Congo central, du côté de Madimba, il y a eu déjà des dégâts. Parce qu'on a eu à brûler certaines maisons du côté, je crois, je vais oublier les villages, du côté de Madimba. C'est ainsi que nous pensons qu'il est plus qu'important qu'on puisse mettre un terme à l'insécurité. Et d'ailleurs, c'est là que nous pensons, la CENI est en train d'évoluer dans son périple, mais la sécurité doit être de mise. Ces gens-là n'ont pas été enrôlés. Ces députés-là, les députés qui doivent postuler dans ces différentes circonscriptions, où est-ce qu'ils vont poser leur candidature? Parce qu'il n'y a pas de bureau de la CENI là-bas. Il n'y a personne là-bas. Je crois qu'il faut que nous puissions réfléchir. Est-ce qu'il faut aller vite en besogne pour que nous ayons les élections, ou soit qu'on puisse quand même endiguer, tant soit peu, l'insécurité qui prend de plus en plus de l'ampleur au niveau de l'Est de notre pays. Mais maintenant, Kwamout et Congo central commencent déjà à être contaminés, et nous pensons qu'il est plus que temps que les autorités compétentes puissent déjà être informées de ce qui se passe là. Et vous parlez de la contamination de quoi? Donc, il y a oui, c'est la sous-population, donc les gens vous savez, lorsque les gens se déplacent, ces gens-là, ce bourreau-là, suivent les gens qui font les déplacements. Étant donné que nous sommes du côté de Njile Brasserie, du côté de Bukangalonzo, il y a frontière entre Bukangalonzo et les territoires de Madimba. Tous ces gens-là, dans le cadre de ce qu'ils font comme insécurité, et quand ils pourchassent les victimes, ils sont arrivés jusqu'au niveau du territoire de Madimba, et il semblerait qu'il y a eu des maisons qui ont été incendiées. C'est dans ce cas-là que nous pensons que cette insécurité doit être rapidement endiguée et mettre des efforts sur ça. Et vous, en tant que député national, ou les députés nationaux, on ne sent pas beaucoup plus l'implication? Un député l'implication, national... c'est-à-dire que vous essayez quand même un peu de vous mettre ensemble. Parce qu'il y a même un député qui a refusé de participer à la réunion convoquée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia, disant que non, Christophe Mbosso-Nkodia serait aussi les problèmes. Pourquoi lui convoque la réunion? Donc il a demandé qu'il y ait une autre personnalité neutre, indépendante, pour convoquer la réunion, pour parler de la situation de Kwamout. Déjà ici, nous sommes en train de les dénoncer. Et puis les gens doivent comprendre que le député, c'est comme une femme dans la maison. Il ne peut préparer que si les maris lui donnent les moyens. Or, les moyens, c'est l'exécutif. Un député peut dénoncer, peut dire ce qu'il peut dire. Il n'a pas les moyens sécuritaires pour aller sur le terrain en fait d'endiguer cette insécurité. Nous venons donner l'information à l'autorité compétente pour que celle-ci puisse déjà donner les moyens à la police, sinon à l'armée, pour réprimer cette insécurité que nous sommes en train de sentir grandissante au niveau de Kwamout, au niveau de Kinshasa. Maintenant, ça commence à contaminer le Congo central. Nous avons peur, si les Bandundu est coupé de Kinshasa, si le Congo central est coupé de Kinshasa, c'est tout simplement Kinshasa qui sera asphyxié. Donc nous ne devons pas prendre les dossiers de l'insécurité du Bandundu et de Kinshasa à la légère. Parce que si les provinces du Bandundu et du Congo central sont plutôt
contaminés par l'insécurité, eh bien, nous aurons des problèmes à trouver de quoi manger. Vous savez, ici, nous ne mangeons que du foufou, des manioc, des maïs, des louis de palme, des pondous. Tout ça, si ça ne vient pas du Congo central, ça vient du Bandundu. Et donc, si on nous coupe du Bandundu, on nous coupe du Congo central, je crois que c'est une stratégie de l'ennemi pour faire quelque chose dans ce sens-là, en fait, de mettre à genoux les pouvoirs en place. Et je crois que les services doivent réfléchir profondément pour savoir pourquoi ces velléités insécuritaires prennent de l'ampleur. Au Bandundu, maintenant, le Congo, Kinshasa, Congo central est en train d'être... Est-ce que les stratégies mises par le gouvernement en place pour mettre fin à cette situation, vous trouvez que ce sont des stratégies contraignantes, efficaces? D'abord, je crois que jusqu'à un certain niveau, je ne sens pas l'implication du gouvernement central. Sinon, le gouvernement central serait concentré à l'Est. Nous avons le nouveau ministre de l'Intérieur qui a promis le déploiement d'une force de la police au niveau de Kwamutu, au niveau des plateaux de Bateke et consorts. Mais nous n'avons plus besoin de promesses. Nous avons besoin d'actes. Et monsieur le ministre de l'Intérieur, vous êtes jeune. Nous croyons que votre bravoure va nous permettre de trouver la sécurité à ce niveau-là. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Dans moins d'un mois, il faut que les députés nationaux et provinciaux déposent leurs candidatures au niveau de leur circonscription. Mais les députés nationaux de ce coin-là iront où? Est-ce que vous comprenez? Même s'ils déposaient leurs candidatures et qu'on mettait des bureaux de dépôt au niveau de Kinshasa, mais qui vont les voter? Est-ce que vous comprenez que nous avons une grande partie de l'Est qui a des problèmes avec l'enrôlement? Il y a une bonne partie maintenant au niveau du Bandundu qui a un problème d'enrôlement. Et vous voulez que nous allons dans une élection qui va, n'est-ce pas, empêcher à une bonne partie de la population de ne pas être élue, de ne pas élire les présidents de la République. Je crois qu'il y a une réflexion dans cette matière. Et lorsque le président Mbosso avait demandé qu'il fallait réfléchir, sinon comment dialoguer, moi je crois que le dialogue ne va pas seulement concerner ces gens-là. Le dialogue doit être général. Parce que vous allez comprendre qu'au niveau du Congo central, nous avons eu des problèmes Bundudia Congo. Nul n'ignore que Bundudia Congo, jusqu'à présent, n'a pas été indemnisé. Toutes les victimes de Bundudia Congo n'ont pas été indemnisées. Nous ne pouvons pas comprendre. Quand il s'agit d'autres provinces, on court rapidement pour les dialogues. Mais quand cela s'est passé au niveau du Congo central, nous n'avons jamais eu de dialogue. Donc moi, je crois que si le président Mbosso, qui pense qu'il fallait dialoguer, il faut intégrer aussi les cas de Bundudia Congo, qui a eu des problèmes au niveau de l'Ouozi, au niveau du Bas-Fleuve, au niveau du Songololo et au niveau de Kisantu. Alors, situation sécuritaire dans l'Est. Cette fois-ci, c'est la SADC qui va venir. C'est aussi efficace pour mettre fin à cette situation? Oui, c'est encore des tâtonnements qui ne pourra peut-être pas donner. Moi, je crois que la SADC a eu à nous aider pendant le période de Mouzé et Kabila. Mais moi, si je pouvais être dans les salons pour décider, il faut tout simplement donner les moyens et la confiance à nos militaires. Si aujourd'hui nous disons que nos militaires, notre armée est inféodée, notre armée a des étrangers, et maintenant c'est là qui viennent des pays étrangers certifiés, ils viennent des pays étrangers. Qu'est-ce que nous disons? Je préférerais ceux-là qui se cachent comme armée nationale que ceux-là qui viennent certifiés comme étrangers. Donc moi je crois que si nous pouvons donner confiance à notre armée, et que cette armée puisse faire quelque chose, qu'on puisse leur donner tout simplement des objectifs précis avec un délai, un timing pour dire que vous êtes général. On vous donne une mission. Si vous ne réussissez pas à cette mission, ça ne sert à rien de garder votre fonction. C'est comme ça que ça se passe. Combien de fois la Russie a changé de généraux, de chefs d'état-major? On vous envoie, on vous bat au niveau d'une entité à Bakhmout. À la rentrée, on vous met à des côtés. Mais les généraux qui sont ici, ils perdent des guerres, ils perdent des territoires. On ne les change pas. Il faut qu'ils aient des missions et des objectifs. Vous êtes général. On vous dit, vous allez en guerre. Si vous ne réussissez pas, on vous dépouille de votre fonction. Parce que ça ne sert à rien, vous ne réussissez pas une guerre. À quoi bon être général quand vous ne gagnez pas une guerre? Donc moi, je crois qu'il faut le ministre de la Défense qui est là puisse assigner des objectifs aux généraux, des objectifs aux colonels, des objectifs aux hommes des troupes. Pour dire, vous ne gagnez pas, vous battez en retraite et on vous met de côté.
Et vous verrez qu'il y aura motivation, il y aura assimilation. Mais lorsque les gens sachent, même ceux qui n'ont pas l'autre côté, n'ont gagné poste, ils vont là-bas, ils deviennent des commerçants, ils s'assoivent, et voilà. Alors, pour terminer, parce qu'on devait certainement avoir un deuxième invité qui est fort malheureusement empêché, nous allons terminer avec vous. Papi Mantezolo, on a vu la CENI qui annonce déjà pour ce 25 juin, dépôt des candidatures à la députation. C'est que les élections seront tenues à la date convenue. Vous êtes prêts pour ça? Nous sommes prêts d'aller aux élections en ce qui me concerne. Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Certaines conditions ne sont pas réunies. Nous ne devons pas se voiler la face. Moi, j'ai eu à écrire à la CENI pour dire à la CENI, nous ne pouvons pas comprendre les responsables des CEP dans nos provinces soit comme des chefs coutumiers. Vous savez, des responsables de la CENI dans nos territoires, dans nos provinces, sont devenus nos concurrents. Parce que nous partageons les mêmes femmes qu'eux, nous partageons les mêmes intérêts qu'eux, ils sont devenus presque nos adversaires. Et nous pensons qu'il est nécessaire que la CENI, le bureau de la CENI puisse procéder à la mise en place des responsables de la CENI dans les entités. On ne peut pas comprendre que moi, dans ma province, que celui-là qui est responsable, nous nous sommes battus parce que nous nous sommes battus pour une femme, par exemple. Nous nous sommes battus pour une parcelle. Et que c'est lui qui doit réceptionner mes dossiers. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons écrit, moi, Mantezolo, j'ai écrit à la CENI pour dire, nous avons les nouveaux visages au niveau du bureau de la CENI, mais nous avons toujours l'ancien visage au niveau de nos provinces, au niveau de nos circonscriptions. Comment pouvons-nous construire un habit neuf avec un ancien habit? Il est indiqué que la CENI puisse procéder d'abord, en tout cas, à la mise en place de ces entités, des responsables de ces entités, parce qu'il est important pour aussi nous sécuriser, nous qui avons connu ces gens-là comme des chefs coutumiers. Voilà, la loi sur la répartition des sièges sera aussi débattue incessamment parce qu'on a vu le président de la CENI aller remettre un avant-projet de loi au niveau du gouvernement pour soumettre ça à la CENI et ça sera fait d'ici là. Évidemment, si on nous a mené ce projet de loi, je sais que c'est la plus grande chose que la CENI peut faire parce que c'est le débat le plus important de notre mandat. C'est la loi sur la répartition des sièges. Nous pensons que la CENI va déposer, mais l'Assemblée plutôt, le gouvernement par l'entremise du ministre de l'Intérieur va déposer incessamment et que nous serons en possession de ces projets de loi. Et la liste, votre liste, la liste pour la députation, elle est prête pour votre regroupement? En tout cas, les états-majors travaillent et en ce qui nous concerne, nous sommes à pied d'œuvre pour, n'est-ce pas? Vous ne regrettez pas d'appartenir à l'Union sacrée? Regretter parce que je suis à l'Union sacrée. Non, ça dit qu'aujourd'hui, peut-être la manière dont vous voyez les choses. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. On ne peut pas aimer l'œuf et haïr la poule. Moi, j'aime l'œuf qui est fâché, Félix Tshisekedi. Bon, l'Union sacrée qui est la poule qui pond l'œuf. En dépit de toutes ces vicissitudes, de tout ce que je crois que je ne partage pas avec l'Union sacrée, mais du moment où c'est l'œuf, c'est la poule qui pond l'œuf, alors je me suis dit, bon, nous faisons avec. Voilà, ça va, merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez compris, notre deuxième invité, malheureusement, il ne s'est pas présenté, peut-être des embouteillages sur la ville de Kinshasa. Alors, restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Kuba Bouranzi Shigeregere Kabuya. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa et aussi à Lozi. Portez-vous très bien et à très bientôt.